Le management, on a tous l'impression de savoir ce que c'est. Mais en réalité, si on creuse un peu, on s'aperçoit que cette idée a complètement changé avec le temps. Pour vraiment piger le truc, eh bien, il faut faire un petit voyage dans le temps à la rencontre des penseurs qui ont tout simplement inventé ce concept. Alors, partons de la question qui semble la plus simple. Au fond, c'est quoi un manager, un chef, un leader, un simple organisateur? On va voir que la réponse est tout sauf évidente et qu'elle n'a cessé d'évoluer. Bon, voilà la définition de dictionnaire. L'art de piloter une organisation pour qu'elle soit performante. Ok, ça paraît clair. Sauf que toute la question, le vrai enjeu, c'est le comment. Et c'est là que les choses deviennent passionnantes, parce que chaque époque a eu sa propre réponse. Premier arrêt de notre voyage, le début du XXe siècle. C'est l'ère des ingénieurs, et à ce moment-là, il y a une véritable obsession. Trouver la seule et unique bonne façon de travailler. Une méthode parfaite, scientifique. C'est la quête du fameux One Best Way. Pour comprendre cette quête d'efficacité absolue, il faut se mettre dans leur tête. Le postulat de départ, c'est que le travailleur est ce qu'on appelle un homo economicus. En gros, il est paresseux par nature, il n'aime pas l'effort, et la seule chose qui le fait avancer, c'est l'argent. Une vision, on peut le dire, assez mécanique de l'être humain. Et là arrive le personnage central de cette histoire, Frederick Winslow Taylor. C'est un ingénieur qui bosse dans une aciérie. Et il est littéralement obsédé par un truc qu'il appelle la flânerie systématique. Il voit bien que les ouvriers ne travaillent pas aussi vite qu'ils le pourraient. Pour lui, ce gaspillage de temps, c'est l'ennemi numéro 1. Et la solution ne peut être que scientifique. Sa solution, elle va devenir mondialement célèbre, c'est l'Organisation scientifique du travail, ou OST. L'idée est simple, presque brutale. D'abord, on sépare radicalement ceux qui pensent, les cols blancs dans les bureaux, de ceux qui exécutent, les cols bleus à l'usine. Ensuite, on décompose chaque tâche en gestes minuscules chronométrés à la seconde près. Et la motivation dans tout ça, c'est le salaire au rendement. Plus on produit, plus on gagne. Cette idée va être développée, poussée à son paroxysme par un autre monstre sacré de l'industrie. Si Taylor a écrit la partition, on peut dire qu'Henry Ford va la jouer avec un orchestre symphonique. Ford ne fait pas que reprendre les idées de Taylor, il les amplifie à une échelle jamais vue. Il invente le travail à la chaîne, où ce n'est plus l'ouvrier qui décide du rythme, mais le tapis roulant. Et puis, il a ce coup de génie absolu, le $5 a day. En doublant le salaire moyen, non seulement il attire les meilleurs ouvriers, mais surtout, il leur donne les moyens d'acheter les voitures qu'ils fabriquent. C'est la naissance de la production de masse, et avec elle, de la consommation de masse. Mais cette belle machine, si bien pensée, si rationnelle, a fini par montrer ses limites. Forcément, on s'est rendu compte qu'un être humain, ce n'est pas juste un rouage dans un engrenage, c'est un peu plus complexe que ça. Très vite, les effets pervers sont apparus. Un turnover absolument énorme, un absentéisme record, une démotivation générale. Bref, les ouvriers n'étaient pas des machines et ils le montraient. Le modèle était à bout de souffle. Il fallait d'urgence trouver autre chose. C'est dans ce contexte qu'arrive l'école socio-technique, avec des chercheurs comme Emery et Trist. Leur idée est une petite révolution. On ne peut pas penser la technique d'un côté et l'humain de l'autre. Les deux sont liés. Une organisation, c'est un système où le social et le technique sont interdépendants. La vraie performance, la vraie efficacité, elle ne vient pas de l'un ou de l'autre, mais de l'équilibre parfait entre les deux. Bon, l'humain est de retour au centre du jeu. Mais qui dirige tout ça? Et est-ce que tous les dirigeants se ressemblent? C'est là qu'on doit faire une distinction super importante entre deux profils très différents. Celui qui va clarifier ça, c'est l'immense économiste Joseph Schumpeter. Et ce qu'il nous dit est fondamental. Il faut arrêter de tout mélanger. Il y a d'un côté l'entrepreneur et de l'autre le manager. Et ce n'est pas, mais alors pas du tout, le même métier. Pour Schumpeter, c'est très clair. L'entrepreneur, c'est l'innovateur. C'est celui qui vient casser les codes, détruire les vieilles routines pour créer du neuf. Il prend des risques, il est dans la rupture. Le manager, lui, c'est le gestionnaire. Son boulot, c'est de faire tourner la boutique, d'organiser les routines, de chercher la stabilité et l'efficacité. En gros, l'un crée un joyeux chaos et l'autre met de l'ordre dedans. Pour que ce soit limpide, prenons deux exemples actuels. Elon Musk, c'est l'archétype de l'entrepreneur schumpeterien. Il lance des projets fous, prend des risques énormes, cherche la disruption permanente. À l'opposé, Tim Cook, qui a succédé à Steve Jobs chez Apple, c'est le manager par excellence. Il n'a pas inventé de nouveaux produits révolutionnaires, mais il a optimisé la machine Apple à un niveau de performance et de rentabilité jamais atteint. Alors revenons à notre manager. C'est quoi son travail au quotidien? Un des premiers à avoir tenté de répondre à ça de façon structurée, c'est un ingénieur français, Henri Fayol. Pour lui, le manager, c'est une sorte d'architecte. Son travail se résume en 5 verbes, le fameux POCCC. Prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Une vision très claire, très rationnelle, très planifiée.
C'est une belle vision, non? Tout est propre, ordonné, logique. Le seul problème, c'est que des décennies plus tard, un chercheur a eu l'idée d'aller voir ce que font vraiment les managers toute la journée. Et la réalité s'est avérée, disons, un peu plus chaotique. Ce chercheur, c'est une autre légende, Henry Mintzberg. Et en observant le quotidien des dirigeants, il a complètement pulvérisé l'image de l'architecte de Fayol. Non, le travail d'un manager n'est pas ordonné et planifié. Il est fragmenté, constamment interrompu, basé sur la réaction. Bref, un chaos organisé. Mintzberg ne parle pas de 5 fonctions, mais de 10 rôles différents que le manager doit endosser tour à tour, comme un jongleur qui essaie de garder toutes ses quilles en l'air. On a donc vu l'organisation comme une machine, puis comme une communauté humaine. Mais il y a une troisième grande image qui va s'imposer, et elle est peut-être encore plus puissante, l'organisation vue comme un organisme vivant. Ça, c'est le cœur de la théorie évolutionniste de Nelson et Winter. Pour eux, une entreprise, c'est un peu comme une espèce animale. Elle a son propre ADN, qui est constitué de ses routines, ses habitudes, sa culture, ses savoir-faire. Et comme n'importe quelle espèce, dans un environnement qui bouge tout le temps, sa survie dépend d'une seule chose, sa capacité à faire évoluer son ADN pour s'adapter. C'est la loi de la sélection naturelle appliquée au monde de l'entreprise. Et cette idée d'adaptation, elle est plus cruciale que jamais. Aujourd'hui, face à la complexité du monde, de nouveaux modèles cherchent à rendre les entreprises plus agiles, plus vivantes. On entend parler de néo-management, d'holacratie et surtout d'entreprises libérées. Le principe de l'entreprise libérée, c'est de mettre la pyramide hiérarchique la tête en bas. On donne le pouvoir et l'autonomie à ceux qui sont sur le terrain, au contact du client. L'idée de base est simple, c'est celui qui fait, qui sait. L'agilité, la performance, l'innovation, tout ça vient de la confiance et de l'autonomie. Et là, le rôle du manager est totalement transformé. Il n'est plus un contrôleur, il devient un coach, un facilitateur, un serviteur de son équipe. On est parti de Taylor et son chronomètre, on est passé par le jongleur de Mintzberg pour arriver aujourd'hui à l'entreprise libérée. Le chemin parcouru est juste immense. Alors la grande question qui reste, face à l'intelligence artificielle, au télétravail qui se généralise, aux crises qui s'enchaînent, c'est de se demander à quoi ressemblera la prochaine étape. Quelle sera la prochaine grande évolution du management? L'histoire, c'est certain, est encore loin d'être terminée.